parler de vous quand je serai fatigué, je m'asseyrai. Merci d'abord de votre invitation. Je pense qu'effectivement, cette histoire des médias, qui n'est pas nouvelle, hein, les médias, vous savez, les Indiens, quand ils envoyaient leur fumée, les tam-tams, c'était déjà une manière de communiquer, hein, et puis les hommes des cavernes aussi. Pas nous, alors évidemment, il n'y avait pas les outils que nous avons aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire d'abord, et d'emblée, c'est qu'il faut faire attention, parce que les médias, aujourd'hui, et pas seulement les médias, c'est le verge espagnol des fantasmes. Chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre, alors manipulation, fake news, information, etc. Je voudrais dire simplement d'abord qu'il faut relativiser tout cela, non pas pour cacher, au contraire, c'est de vous dire que, moi je crois que les fake news, ça a commencé avec Adam et Ève, hein, ou presque. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens commencent à parler, à essayer de s'exprimer, etc., et il n'y a qu'à relire Aristote, Platon, il n'y a qu'à relire la caverne de Platon. Platon a tout est expliqué dans son mythe de la caverne. C'est-à-dire que depuis toujours, depuis en tout cas très longtemps, depuis, je dirais, des millénaires, on peut le dire, il y a eu cette lutte qui sera toujours là, et heureusement qu'elle sera là, parce qu'il y a toujours des gens, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. C'est très important, ça. C'est-à-dire des gens qui luttent entre la réalité et la perception de la réalité. Et vous avez aujourd'hui, plus que jamais, le règne de, quand il y a un pouvoir quel qu'il soit, ce qui est important pour lui, c'est que vous adoptiez sa perception de la réalité. Le camp du bien dit bien ce que c'est-à-dire que quand vous avez 4 ou 5 ans, vous écoutez vos parents, ou même un plus, qui vous dit voilà ce qui est bon pour vous. Tous les pouvoirs, ou presque tous les pouvoirs, droite et gauche confondues, ça ne rentre pas là, dit écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent? Des peuples ou des gens, alors c'est évidemment, heureusement, ça ne s'applique pas aussi littéralement, en disant écoutez, nous on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc écoutez-nous, écoutez nos informations, écoutez nos relais, écoutez notre doxa, parce que nous savons ce qui est bon. Vous savez un peu, mais vous ne savez pas vraiment. Vous savez, c'est le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht qui disait un jour que dans un pays, le peuple maugréait contre son gouvernement, c'est un peu comme nous, là, aujourd'hui, et le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple, ou au moins de le changer. Et oui, c'est un vieux fantasme qui est, quelque part, qui existe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias ont toujours été quelque chose où il y a, effectivement, les contradictions entre des gens, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas généraliser. Vous demandiez qu'est-ce qu'un journaliste, on va en parler, mais entre les gens qui font le boulot, qui font le travail, et le travail a été le mieux défini par un de très plus grands ancêtres, qui est Albert Londres, et vraiment je vous enjoins pour ceux qui ne l'ont pas lu à relire Albert Londres, mais aussi George Orwell, vous voyez, je cite des gens de tous les bords. Eh bien, c'est quoi? En disant, il faut porter la plume dans la plaie. C'est-à-dire qu'un journaliste doit d'abord enquêter. Il est évidemment facile de s'asseoir, et de faire, de dire, voilà, mon opinion, c'est ceci, cela. Très bien. Pas que du tout contre les opinions, et on parlera de la subjectivité et de l'objectivité ensuite. Mais ce qui est important, c'est d'abord, quand on parle de telle ou de telle chose, on aimerait que les gens aillent sur le terrain. Pour prendre un exemple récent, vous savez, il y a eu les médecins de plateau pendant 2 ans, et aujourd'hui nous avons les guerriers de plateau. Des gens qui n'ont pas vu l'Ukraine depuis 20 ans, etc., qui vont et qui vous expliquent ce qui se passe. J'ai assisté moi-même, je peux vous dire, parce qu'il m'arrive de faire des débats, notamment sur telle ou telle chaîne, et un jour on montre, mais vraiment c'était donc en live, comme on dit, il faut parler le sabir anglo-saxon, mais il y a une photo, c'était à Mariupol, où on voit Mariupol avec des nuages de fumée causés par une bombe. Personne ne savait si la bombe avait été d'un avion ou si c'était par... Il y avait là 2 généraux, il y avait 2 experts militaires, et pendant 3 quarts d'heure, donc ils ne savaient pas un mot, ils ne savaient rien. Qu'est-ce que vous avez? Une photo, on discutait de savoir si un ami s'était tombé du ciel ou c'était la terre. Hallucinant. Ces gens sont là, bavasses, quels qu'ils soient. Donc, il y a ça. Il y a ce qu'on appelle le discours. Voilà, il faut remplir, il faut faire, on fait un discours dominant. On n'amène rien, on n'amène pas une information. Et puis, il y a des gens, pour parler encore de cette guerre,
comme Anne-Laure Bonnel, je cite la journaliste Anne-Laure Bonnel, qui depuis 14 ans est allée dans le Donbass et a filmé ce qui s'était passé dans le Donbass, pour prendre cet exemple, depuis 2014. Elle y est allée. Eh bien, elle est interdite sur les 4/5e des chaînes françaises. C'est une française, une journaliste française. Au moins, vous pouvez après discuter. Mais regardez ce qu'elle dit, regardez ce qu'elle a filmé. Après, on peut dire non, ça ne va pas, etc. Mais cette chose, et c'est pour ça, pour moi, beaucoup plus grave que les fake news, c'est ce que j'appelle le mensonge par omission. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la ligne du parti, et vous voyez, ça vaut pas partout, cette ligne du parti, la ligne juste, hein, les pêcheurs à la ligne juste, eh bien, si vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, on vous écarte. Heureusement, la Gestapo ne va pas venir à 6 h du matin, le KGB non plus, mais on ne vous entend pas. On vous écarte, on vous dit, c'est pas la peine de... Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez un paysage, on rentrera dans le détail après avec vous, j'espère qu'on va débattre, parce que je serai ravi d'entendre vos questions, vos interventions. Le problème qui est toujours posé, et c'est vrai que, je vais vous dire, vous lecteurs, vous téléspectateurs, eh bien je vais vous dire un truc, vous avez à travailler aussi. Vous allez me dire qu'on a déjà nos occupations, nos familles, oui. Mais si vous ne prenez pas un tout petit peu de temps pour comparer les bons grains de livret, pour s'adresser à plusieurs sources, c'est évident que la Pravda, elle existe un peu partout, le souhait, le désir de la Pravda. Donc, il faut vraiment prendre ses distances et avoir ce que pour moi le fondement, l'esprit critique. Si on n'a pas d'esprit critique, on est des gobeurs, on gobe. Voilà, on gobe toute la journée, on peut gober, c'est très bien, tout le monde est très content, vous gobez la publicité, vous gobez les images, et puis voilà. Mais ce qui est fondamental, c'est l'esprit critique, c'est la diversité des opinions et des sources d'information. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, ben je vais vous dire, et pourtant moi je suis de la génération papivore, j'ai grandi, j'ai commencé, on en parlera si vous voulez, parce que j'ai évidemment beaucoup de choses à raconter sur ce sujet, mais j'ai commencé d'abord à Beyrouth, où mon père avait été nommé au moment du mandat français au Levant. J'ai commencé le journalisme là-bas, j'avais 19 ans, puis à Paris, à l'Express, dans des tas de journaux très différents, et puis la télévision, la radio, etc., etc. Mais c'est pas pour parler de moi, c'est pour dire simplement qu'à un moment donné, moi ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, et qui reste absolument vrai, je dis, mais le problème du journalisme, c'est pas les écoles de journalisme, c'est très bien, ça vous apprenez la technique. Le problème, est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous n'êtes pas programmé idéologiquement et avoir effectivement déjà des œillères qui vous disent, moi c'est pas la réalité qui m'intéresse, je pars sur le terrain avec des préjugés et la réalité doit se plier à mes préjugés, donc je ne regarde pas le réel, je regarde j'ai mon regard sur le réel, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son temps, prendre l'esprit critique, prenez les distances surtout. Et alors vous allez me dire, oui, mais nous, on ne peut pas faire à la place de... Non, le problème n'est pas de faire à la place de. Le problème, c'est de comparer. Et de ce point de vue, moi, les réseaux sociaux, je peux vous dire aujourd'hui, il y a évidemment le meilleur et le pire, mais dans la presse aussi, mais à la télévision aussi. Je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, quand, il y a 2 ans, j'ai parlé des rapports de Joe Biden, qui s'appelle, comme vous savez, Joseph Robinette Biden. Moi, je suis content d'avoir un président américain qui s'appelle Robinette, c'est un... Mais il y avait l'enregistrement de conversations téléphoniques. Je vous donne un exemple très précis. Joseph Robinette Biden, à l'époque vice-président d'Obama. Donc c'était en 2014-2015. Et le fils de Biden, Hunter Biden, avait été nommé par les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes, président ou vice-président de Burisma, une grande compagnie pétrolière. Or, Hunter Biden connaissait le pétrole comme moi je connais les salles du Vatican. Je veux dire, l'intérieur, les coulisses. Je ne sais rien. Et un jour, un procureur ukrainien fait une enquête sur cette compagnie Burisma. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Hunter Biden, qui gagnait 50 000 $ par mois, payé par ce Burisma. Et il y a, parce qu'en Amérique c'est enregistré, et il y a un coup de fil de Joe Biden, donc le vice-président, à Petro Poroshenko, qui était à l'époque le président de l'Ukraine.
Et il dit, voilà, Poroshenko, j'apprends qu'il y a un procureur qui cherche des poules dans la tonsure de mon fils. Alors je vous préviens, vous avez demandé un prêt d'1 milliard de dollars pour l'Ukraine. Et ben, votre milliard de dollars, et ben, écoutez, voilà. Non seulement vous ne l'aurez pas, mais... Et quelques mois se passent, et ce procureur, le juge, est écarté, viré. Et là, coup de fil de Joe Biden au président Poroshenko, et tout ça, nous, on l'a publié, mais on l'a publié, c'est pas un secret d'État, on l'a eu des États-Unis. Et il dit, ah, c'est bien, monsieur le président. Bon, et c'est très bien ce que vous avez, et bien voilà, maintenant, eh bien moi je suis un homme de parole, votre milliard, vous l'aurez. Voilà, c'est une scène du parrain, et on aurait mis ça chez Marlon Brando, et typique, et ça c'est... Bon, ben pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant 2 ans et demi, personne n'a parlé de ça en France. Pas un mot. Quand on a su ce qui se passait de l'ordinateur du fils Biden, enfin je ne vais même pas donner crack, pédophilie, enfin des histoires absolument nauséabondes, là aussi, silence. Ce que je veux vous dire, c'est que la chose la plus importante et la plus grave, c'est le silence. C'est qu'on n'attaque pas. On dit, bah, ça... non, non, c'est faux. Les petits fact-checkers, tout ça, c'est rien. C'est le silence. Et pourquoi le silence? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt, et quand je dis intérêt dans tous les sens du terme, à ce que vous ne le sachiez pas. Parce que, voilà, il vaut mieux, pour vivre heureux, vivre au coucher. Donc, et pas caché. Donc, il faut voir déjà ça, je peux vous donner des montagnes d'exemples. Après, il y a des gens qui font leur boulot, qui font vraiment leur boulot. Je peux vous dire, moi, j'ai et à la fois des camarades, des copains, des gens, et j'ai rencontré, qui enquêtent, qui vont voir et qui disent, écoutez, là, il y a quand même un problème, là, il y a une injustice. Après, on peut combattre. Vous savez aussi, il faut savoir, on a aussi des préférences, on a aussi des partis pris, et chacun d'entre nous des partis pris. Le problème, c'est que ce parti pris doit pouvoir être, si vous allez en enquête, je parle en tant que journaliste, et vous voyez que les faits démentent vos croyances, eh bien, il faut aussi penser contre soi-même. Ne pas croire qu'on a la vérité révélée. Nous ne sommes pas en religion, là. Nous sommes dans l'examen de la réalité. Et je vais vous dire, quand on veut dénier la réalité, ou nier la réalité, comme on fait aujourd'hui dans des tas de domaines, et si vous voulez, on parlera du narratif Covid et du narratif Ukraine-Russie, mais il y en a tellement d'autres, bien avant. Et bien, à un moment donné, le réel frappe à la porte. Et là, on dit, non, 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 réel frappe à la porte, on ne veut pas l'entendre. Bouclez-moi ces fenêtres, bouclez ces portes, bouchez tout, etc. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, le réel enfonce la porte. Et là, ça fait beaucoup de vent. Et ça fait quelquefois quelques dégâts. Et ça s'est toujours passé comme ça, et ça se passera encore comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre ces précautions, je dis quand même qu'il faut laisser au réel, parce que le réel, il existe. Il n'est pas seulement qu'un fantasme, ou qu'une espèce... Et le problème, c'est que les pouvoirs, souvent, n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas que vous soyez conscient de ce qui se passe. Et la preuve, c'est que vous êtes là, et c'est la preuve, pas ce mot, vous êtes là. Pourquoi on ne croit plus aujourd'hui la classe politique, en tout cas, une partie extrêmement importante de la classe politique? Pourquoi? Par exemple, pour un exemple, pourquoi, et c'est des choses précises, un journaliste, quel qu'il soit du Figaro d'ailleurs, pourrait analyser par exemple pourquoi il y a 40 ans, qu'est-ce que c'est 40 ans, que la gauche socialiste et le Parti communiste faisaient 50-55% des voix, et qu'il y a 10 ans encore le PS avait le Sénat, la Chambre des députés, les grandes municipalités, etc., etc., et aujourd'hui il est à 2%. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est 40 ans? C'était un ciment dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un exemple. Pourquoi les gaullistes, les républicains sont devenus ce qu'ils sont devenus? C'est-à-dire, ça vaut le coup de prendre le temps pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas, on ne va pas obliger personne. Mais ça, c'est ça, la vraie vocation des médias. Sauf que, encore une fois, trop souvent, on a, et on va en parler aussi, du problème évidemment des actionnaires, du problème des quelques oligarques qui tiennent effectivement à la totalité de la presse, et encore une fois, on revient au problème pouvoir contre pouvoir. Quand vous avez en France 7 personnes, qui soient ce qu'ils soient, c'est pas, moi je ne les critique pas ou ne les voue pas aux gémonies, mais quand vous avez 7 personnes qui
tiennent la quasi-totalité de la presse, de la radio et de la télévision française. Après, il y a le service public. Vous avez remarqué que le service public, c'est intéressant, parce que nous payons le service public. Hein. Le service public, jusqu'ici, était 90% du budget, ce sont les contribuables. Sauf que quand on regarde la diversité des animateurs, bah, on peut se poser quelques questions. Voilà, moi je dis, mais c'est très bien. Vous avez des Français qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou qui sont neutres, ou qui sont des croyants, des laïcs, des athées, des catholiques, etc. Eh bien, que cette diversité-là, dans le service public, doit se retrouver. Faites une péréquation, au moins, mais je veux dire, basique, je dirais presque de marché, et donner à chacun des courants la possibilité, encore une fois, d'avoir des animateurs. Il ne s'agit pas de faire, du calcul d'épicier, mais quand même, eh bien ça n'existe pas. Et pour les autres, quel est le problème? Le problème, c'est que quand vous avez un actionnaire qui a des intérêts, et un actionnaire qui a des intérêts dira, oui, écoutez, bon, vous pouvez aller jusque-là, mais attention. Et si vous voulez savoir, les journalistes qui ont vraiment, je dirais, de la colonne vertébrale et du sens, regardez les coups à la télévision, regardez les coups. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'il vient d'enlever son collier. Sinon, il y a le collier, il y a la laisse. Alors on laisse gambader un peu, pas trop, mais on laisse gambader. Attention, si tu vas trop loin avec ta laisse, on tire. Et donc évidemment, il faut gagner sa vie, on a femme et enfant, ou mari et enfant, etc. Bon. Mais il y a un vrai problème là, parce que la plupart de ces gens qui sont ni malhonnêtes, etc., mais ont des accords, et ça c'est le jacobinisme français, avec le gouvernement. Quand vous avez des intérêts, et que vous dépendez d'un gouvernement qui soit de droite ou de gauche, hein, c'est pas l'histoire de Macron ou de X ou de Y, eh ben, il faut que je fasse attention. Je ne vais quand même pas, moi, mécontenter ce gouvernement dont j'ai besoin pour faire un certain nombre d'affaires de fonds, que ce soit les armes, que ce soit les énergies, voilà. Donc je fais attention. Là, il y a toujours un équilibre à trouver. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, il y a évidemment beaucoup plus de marge de manœuvre, et Dieu merci, en France qu'en Corée du Nord, ou en Russie, ou ailleurs, mais il faut faire attention à ça. Et il y a heureusement des gens qui n'ont pas cela. Et par exemple, pour vous donner un autre exemple, et toujours c'est la même chose, si on regarde l'Union soviétique, quand on a appris quand a été le déchirement, c'est un certain Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, quand il publie L'archipel du Goulag, effondre le narratif de l'Union soviétique, où des gens, très sincèrement, pensaient que l'Union soviétique, c'était l'avenir de l'humanité, c'était l'égalité, c'était le peuple, enfin arrivé, c'était le paradis sur Terre, etc. Arrive un Solzhenitsyn, il y avait eu beaucoup de gens avant lui, hein, Koestler et puis beaucoup d'autres, mais Solzhenitsyn, qui avait fait les camps de travail en Union soviétique, fait ce livre incroyable, fait L'archipel du Goulag, et sort la chose. Et je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Mais l'équivalent de Solzhenitsyn aux États-Unis, vous savez qui c'est? Elon Musk. Alors quand on dit ça, mais Elon Musk, il n'a jamais connu le Goulag, c'est grotesque. Non, mais Elon Musk, qu'est-ce que c'est l'équivalent du Goulag aux États-Unis? C'est quand vous êtes milliardaire. Parce que si vous avez un milliardaire un peu anarchiste et un peu contestataire, lui il s'en fout. Il n'est ni acheté ni vendu. Pourquoi il y a eu Trump? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a pu y avoir Trump parce que Trump avait de quoi tenir. Si vous n'avez pas de quoi tenir, vous pouvez faire ce que vous voulez, au bout d'un moment on dira allez, agite-toi et puis voilà, tais-toi. C'est-à-dire que vous avez différents modes de contestation, on n'a pas ça en France, mais aux États-Unis, je parle que ces deux hommes, mais c'est très intéressant. Parce que moi j'ai rencontré Trump, et on pourra en parler après, mais ils sortent des sentiers battus. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attendez, ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand je suis allé au meeting de Trump en Alabama, 35 000 personnes dans un terrain de baseball, il faisait moins 2 degrés, comme là. Et je voyais des gens qui gelaient. Et je parle aux gens, évidemment, je m'interroge, je dis, et vous gagnez combien par mois? Je dis 1 500 $, je dis 2 000 $. Je dis, attendez, je ne comprends pas. Esprit cartésien, je lui dis, et vous suivez un multimilliardaire? Il me dit, mais absolument, on suit un multimilliardaire. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que celui-là, il ne sera ni acheté ni vendu. Ce qui est quand même, voilà, parce qu'il n'en a pas besoin. C'est pas par moralité, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, si vous voulez, pour revenir à ce qu'on disait, que tout ça est très lié,
La perception, les médias, c'est très simple, c'est qu'il faut regarder, suivre, et ensuite, vous savez, le réel tranche. Alors quelquefois ça met des années, quelquefois ça met des mois, mais regardez ce qui s'est passé, on pourra en parler si vous voulez, avec le narratif Covid. Regardez ce qui se disait il y a 2 ans et demi, et regardez ce qui se dit aujourd'hui. S'il y a 2 ans et demi, vous disiez la moitié de cas qui d'aujourd'hui, vous étiez complotiste, d'extrême droite, voilà, un espèce de bon. Eh bien aujourd'hui c'est plus compliqué. Moi je ne suis pas du tout complotiste, qu'il y a des choses qui évidemment on peut partir dans des délires, mais le problème il n'est pas là. Le problème c'est qu'au lieu de se dire attendez, il y a peut-être des choses, c'est peut-être plus compliqué que ça, non. On a dit de l'ancêtre que tous les médicaments n'existaient pas, il fallait rester chez soi, prendre du Doliprane, et si vous étiez subclaquant et au bord de l'asphyxie, vous appeliez le 15. C'était le mantra qui a été dit tout le temps pendant 6 mois, 1 an. Et évidemment, je vais vous dire, mais si, je vais dire, quand on vous fait, le gouvernement, là aussi, grande leçon de Machiavel, le management par la peur. Formidable, les gens n'ont pas envie de mourir, on leur dit, mettez-vous, mettez ceci, mettez cela, les gestes barrières, et rappelez-vous, là aussi c'est les médias, quand vous voyez la petite grand-mère, formidable. Donc les petits, vous n'allez pas embrasser votre grand-mère, parce que votre grand-mère, voilà ce qui arrive quand vous embrassez votre grand-mère. C'est quoi ça? C'est de l'information. Voilà. Si vous voulez, vous avez toujours cette espèce de paradoxe, cette espèce de cercle vicieux, très dangereux. Et vous avez aussi les gens, c'est pour ça qu'il y a le meilleur et le pire, je dis toujours, des gens qui révèlent, des gens qui crachent le morceau, des gens qui disent, attendez, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, les chiffres quand Olivier Véran disait, on peut tout discuter sauf les chiffres. Totalement faux. Les chiffres, qui les manipule, qui les prend? On peut tout discuter, y compris des chiffres. Parce que tout dépend qui les utilise. Voilà. Si vous voulez, c'est pour ça que il n'y a pas de règle, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de lapin sorti du chapeau, il n'y a pas de solution miracle dans les médias comme ailleurs, sinon ça se saurait. Il y a une lutte permanente, il y a un enjeu permanent, il y a un travail permanent entre pouvoir, contre-pouvoir, et des gens qui essaient de dire, attendez, franchement, on est allé regarder, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas du tout aussi clair, manichéen, noir et blanc, qu'on vous le dit. Non, c'est plus compliqué. Alors évidemment, chez les dictatures, c'est beaucoup plus facile. Il y a la réalité, entre guillemets, qu'on vous donne, et puis sinon, la prison, la torture, l'exécution, etc. Chez nous, heureusement, c'est quand même, on n'en est pas là, et j'espère qu'on n'en sera jamais là, mais il y a ce que j'appelle les effets pervers, les effets insidieux, les oui, mais attention, si vous parlez de ça, attention. Je rappelle que on vous disait que si vous ne vous vaccinez pas, pampan cucu, pas de cinéma, pas de théâtre, pas ceci, pas cela, pas de restaurant, etc. Et tout le monde disait oui, mais moi aussi j'y ai cru. Je me suis dit, bah, après tout, bon. Après, on constate, et ça, tout le monde le dit aujourd'hui, alors qu'il y a encore 1 an, c'était impensable, enfin vous étiez vraiment le dernier des derniers, c'est que le vaccin n'empêche ni la transmission ni la contamination. Aujourd'hui, c'est reconnu absolument par tout le monde. Ça ne veut pas dire que le vaccin est inutile, je dis simplement qu'à l'époque, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se dire. Bon. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec les soignants non vaccinés, à qui jusqu'à aujourd'hui sont suspendus. Suspendus, ça veut dire sans un sou, sans rien. Vous le dire, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de chômage, rien. Et rappelez-vous, notre président bien-aimé, qui dans le Parisien avait dit « j'emmerde les non-vaccinés », mais il avait dit mieux. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est le « envie » qui est intéressant là-dedans. Ça veut dire qu'il y avait une certaine jouissance à... Allez, un petit problème là quand même. Il y a un petit problème. Voilà. Et ça, c'est les médias. C'est totalement lié aux médias, c'est-à-dire c'est totalement lié à des gens qui disent, bon écoutez, la parole présidentielle c'est très important, nous allons, et puis la parole des contestataires, ou des gens, ou des dissidents, et ben, allez, on va essayer de leur faire parler, mais on leur donnera 2 minutes. Vous savez, c'était une très jolie parole de Jean-Luc Godard, le metteur en scène. Il lui demandait c'est quoi l'objectivité à la télévision. Ah, il dit c'est très simple, l'objectif à la télévision, c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Ça y est, on va, voilà. Et aujourd'hui, dans certaines télévisions, c'est très simple, il y a l'attentat, le lendemain vous avez les parents de la victime et les parents du bourreau.
Et qui parle, et qui... Mais attends, c'est quoi ça? Je ne dis pas ça pour censurer ça, mais je suis violemment contre la censure. Il n'empêche que, de quoi ce spectacle est-il le nom dans les médias? Qu'est-ce qu'on veut faire en disant, ah oui, oui, mais mon fils aussi, il a souffert quand il a violé, vous savez, la fille, moi, je suis sûr, il a beaucoup souffert. La concurrence victimaire, formidable. Évidemment, ça fait du spectacle, ça fait du buzz, ça fait de la pub, etc. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être constamment réarmé, réinformé, informé, réinformé. Parce qu'il y a des informations et l'information qui jouent un rôle dialectique qui peut être extrêmement pervers si on ne fait pas attention. Donc voilà, je pourrais vous parler pendant des heures de tout ça, mais ce que je voudrais simplement vous dire vraiment à chacun, mais c'est valable pour moi, mais pour vous et pour tout le monde, moi ce que j'essaye, si vous voulez vous parler, pourquoi par exemple j'invite tel ou tel dans l'émission, et pourquoi effectivement l'émission, et je ne suis pas sur une grande radio nationale, Sud Radio est une radio qui marche, mais c'est une petite radio. Et en revanche, l'émission, elle fait effectivement 1,5 million de vues sur YouTube et autres. Pourquoi? Pas moi. C'est parce que j'invite des gens dont on n'entend pas parler. Et je vais vous donner un exemple très précis qui n'est pas du tout un exemple politique. Quand on a parlé des gazoducs, vous savez, mais Nord Stream, des gazoducs qui ont été sabotés. Et alors, je dis oui, non, c'est la Russie, non, c'est Boris Johnson, c'est l'Angleterre, c'est ceci. Et chacun y allait, alors personne ne savait rien, mais on... Et moi, j'ai envie de me... Moi, je n'y connais rien. Je dis, mais attendez, c'est quoi un gazoduc? C'est fait avec quel matériau? Et comment on peut saboter un gazoduc? Comment on peut ficher en l'air un gazoduc? J'en sais rien, moi. J'ai invité un ingénieur des pétroles, totalement inconnu, et je lui ai dit, écoutez, racontez-moi, voilà comment c'est fait, comment ça peut se tenir à paquebot, il faut expliquer la solidité de la chose, et comment on sabote. Et bien, je vais vous dire, j'ai fait 1,5 million sur YouTube avec ce type que personne ne connaît, qui n'est pas la célébrité, c'est un illustre inconnu, mais il avait expliqué aux gens comment ça marche. Et pour moi, une des choses du journaliste le plus important, c'est d'expliquer la mécanique, d'expliquer. Voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas de révéler des secrets, c'est une transparence déjà sur comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est déjà une première étape extrêmement importante. Ne pas prendre les gens pour des imbéciles et ne pas prendre les gens uniquement, allez, on va leur faire du pain et des jeux. Le pain, c'est très important, les jeux aussi, mais peut-être que le réel, c'est pas mal non plus d'essayer de piocher, d'essayer de creuser dans le réel. Voilà, donc si vous voulez, après on pourra vous donner des tas d'exemples, mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce qui est très important, et on le voit partout, c'est qu'il y a, regardez, des enquêtes cache investigation, de temps en temps, il y a des compléments d'enquête, mais on oublie, on a trop oublié, il n'y a pas assez de terrain. Évidemment, c'est plus facile et plus économique de réunir 4 pelés, 4 gus, et puis faire un débat. D'accord? Et alors on dit, ah, moi je pense que, oui d'accord, je pense que, mais pense un peu, parle un peu moins et travaille un peu plus. C'est toujours le problème. Parle moins, fais moins de blabla, et va voir ce qui se passe sur le terrain. Et après, reviens. Pardon? Non, je veux dire, on est beaucoup aussi dans la dépêche AFP. Bien sûr. Tous les sites, moi je vois sur Internet, Figaro.fr, Libé, tout ça, donc oui. Quand il y a une actualité, c'est juste un copier-coller de la dépêche AFP. Mais c'est l'exercice de la paresse. Alors est-ce que justement, on n'en est pas arrivé à ce stade-là pour des raisons, par exemple, de coût économique? C'est-à-dire que tout compte fait, aller sur le terrain, comme vous dites, ça a un certain coût, et que après tout, c'est assez confort de recopier, on habille un peu différemment. Et puis, tout le problème, c'est de savoir si on quitte sa zone de confort ou pas. Ouais. C'est ça la ligne de clivage. Mais ce phénomène, ça a plutôt tendance à s'accélérer. Nous, en l'espace, on va dire, de 50 ans, on voit bien qu'il y a eu quand même une accélération de ce phénomène. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. D'abord, je vais vous dire, je crois qu'il y a un retour, effectivement, vous regardez aux États-Unis aujourd'hui, et il y a des chaînes comme Omerta et puis d'autres. Oui, je connais Omerta. Non, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un retour parce que les gens sont friands de savoir comment ça se passe. Et donc, il y a un retour. Par exemple, aux États-Unis, je prends un exemple, il y a une dizaine de gens fortunés qui donnent chaque année 100 000 $ chacun, disons, ils sont 10, ils donnent $1 million. Et on choisit des sujets d'enquête que proposent les journalistes. Une vraie enquête, qui vont durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Et ils trouvent, ah oui, ça c'est un très bon sujet. Et ils donnent donc à un journaliste 100 000 $ pour pouvoir faire son enquête.
Et avec 100 000 $, c'est vrai, ils pouvaient faire une très belle... Bon, ils choisissent évidemment, mais ça marche très fort. Et aujourd'hui, c'est une des chaînes les plus regardées aux États-Unis parce que les gens se disent « Ah oui, mais dis donc, là, il dit des choses. » C'est la valeur ajoutée. Truc, c'est simple, hein, c'est comme dans la valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée? Si c'est pour me redire des choses que j'ai entendues partout, quel intérêt? Si en revanche, vous m'apportez quelque chose que je n'ai pas entendu ni lu ailleurs, ou en tout cas qui corrobore un certain nombre de choses, eh bien voilà. Toujours pareil, vous savez, c'est le journalisme, enfin le journalisme ou les médias, c'est pas une planète Mars déconnectée de la réalité. C'est comme partout, il y a les bons, les moins bons, et puis il y a surtout les gens qui cherchent et qui voient, et puis d'autres qui, bon, allez, s'accommodent, comme on dit. Ça s'appelle l'adaptation. Sur ces 50 dernières années, qu'est-ce qui, à votre avis, s'est le plus dégradé dans votre métier? Est-ce que c'est par exemple les salles de rédaction, l'indépendance? Est-ce que c'est la censure? Au contraire, justement, à l'inverse de la censure, on a davantage peut-être de liberté de parole, mais elle est tellement diffuse qu'en définitive, elle n'est pas écoutée. Qu'est-ce qui s'est le plus dégradé? Non, alors je vais vous dire, ce qui s'est le plus dégradé dans la presse écrite, c'est l'écriture. Ça, je dois dire que franchement, quand je compare, et sans dire ah c'était mieux avant, enfin, il y avait quand même des écrivains journalistes qui étaient, donc vous lisiez déjà la prose en disant olé, quoi, c'était formidable. La lecture procurait un plaisir déjà qui effectivement existe beaucoup moins aujourd'hui, il faut le dire. Ça, c'est pour la presse écrite. Après, je vais vous dire, alors évidemment qu'il y a l'offre et la demande, il y a 400 offres pour 100 demandes. C'est évident qu'il y a une profusion. Je dis oui, mais vous me dites d'ailleurs avec raison, vous pourriez me dire, mais oui, mais comment choisir, comment savoir avec tout ce qu'on a, on peut pas, d'ailleurs, on a autre chose à faire qu'à regarder, effectivement. Je crois qu'on s'en aperçoit, et je crois qu'effectivement, il y a le bavardage, qui peut être sympathique et drôle, et puis il y a ce que j'appelle, encore une fois, l'acuité, la lucidité. Je pense que ce qui a vraiment changé, non, vraiment le très grand truc qui a changé, c'est l'extraordinaire capillarité de l'information. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui, écoutez, 400 chaînes. Rappelez-vous quand on avait 3 chaînes en France. C'est pas si loin, hein. Et on avait 3 chaînes. Et d'ailleurs, Pompidou lui-même et De Gaulle disaient la télévision c'est la voix de la France. Donc il est hors de question de laisser, c'est vrai, de laisser passer un certain nombre de choses. Mais ça passait quand même par la radio et la presse. En revanche, la presse écrite était beaucoup plus contestataire qu'elle l'est aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me frappe. Si vous voulez, autant la télé a éclaté parce qu'avec les réseaux sociaux, les chaînes, tous les 400 chaînes que vous avez, vous pouvez quand même trouver des choses, autant la presse écrite, c'est rare. D'ailleurs, on voit les ventes, on voit très très bien. Après, il y a tout le problème de se poser, est-ce que les subventions, est-ce que la presse, si elle n'a pas des lecteurs de publicité, doit recevoir des subventions ou pas? C'est une vraie question. Donc, comment la presse doit être subventionnée? Et est-ce qu'elle doit l'être subventionnée? Après tout, si elle n'a pas assez de lecteurs, eh ben, tant pis. Non, mais on peut se poser des questions. Donc, je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, vraiment, c'est dans cette jungle extraordinaire qu'il y a, on se dit, mais alors comment on s'oriente? Et là, effectivement, chacun d'entre nous, et heureusement, et je dirais que la chose la plus importante, je vais vous parler d'un autre média, qui est fondamental, le livre. Le livre va rester. Pourquoi le livre va rester? Autant la presse écrite, je crois que ça va être très compliqué. Autant parce qu'il y a maintenant Internet, et parce que, très sincèrement, je veux dire, moi, mon émission le matin, eh ben, je vais sur les réseaux sociaux. Pas parce que je pense que les réseaux sociaux sont plus fiables, c'est parce qu'il y a une variété, et je me dis, tiens, et je remarque que certaines choses, personne n'en parle. Parce que je lis aussi les journaux. Je me dis, tiens, mais pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il y a un truc extraordinaire, c'est à Davos. Vous savez que le Parlement européen a demandé à Albert Bourla, le PDG de Pfizer, de venir s'expliquer au Parlement européen. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis les SMS avec Ursula von der Leyen. Il y a eu des SMS quand même, qui ne concernaient pas leur correspondance amoureuse, qui correspondaient au contrat signé. Je rappelle qu'il y a un contrat, le dernier Pfizer, 41 milliards de dollars, le plus gros contrat jamais, je veux dire, dressé par l'Union européenne, 41 milliards de dollars. Bien. Eh bien, monsieur Bourla, il dit, moi j'ai pas le temps, etc. Et je vous donne un exemple de journaliste qui est, voilà, et qu'on a vu que sur les réseaux sociaux. Eh bien, Bourla arrive à Davos. Deux journalistes, je ne sais pas, de Rebel News,
l'ont suivi. Et il dit, monsieur Bourla, mais pourquoi sur Pfizer, vous n'avez pas dit que le vaccin, vous continuez à nier? Il ne dit pas un mot, c'est extraordinaire, ça dure 1 minute et demie, vous l'avez vu, le silence assourdissant d'Albert Bourla, qui dit, yes monsieur, oui, bonne journée, tout ça. Les autres, ils ne peuvent pas l'envoyer, ils ne peuvent pas les assommer, on n'est pas en Corée du Nord, mais pendant 1h30, il y a un monologue du journaliste qui dit à monsieur Bourla, voilà, je veux dire, eh bien, il fait son boulot. C'est pas un grand boulot, c'est pas une enquête, mais il fait son boulot. J'appelle quelqu'un comme ça, il a fait son boulot. Un petit truc, mais c'est très important. Toujours pas. Et ça, moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu sur les grandes chaînes de télévision. Et donc voilà, c'est tout ça, vous savez, c'est complexe. Il n'y a pas, encore une fois, moi, j'aime pas, je déteste, oui, j'aime pas le blanc et noir. Quand on dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est... Non. C'est plus compliqué. Alors je ne dis pas que tout est gris, je ne dis pas qu'il faut rester dans l'hésitation. À un moment donné, il faut prendre parti, savoir prendre parti. Mais le prendre parti, ça se fait en évaluant. C'est vrai pour, je parle aux militaires, c'était vrai sur Sun Tzu, c'était vrai sur Clausewitz, et c'est vrai aujourd'hui sur la réalité que nous vivons. Donc voilà. Merci. Oui, j'en prie. La partie question, si vous avez des questions, oui. Quand vous avez parlé d'Omerta, j'ai réagi tout de suite, parce que ça répond à une question. Qu'est-ce que c'est en train de devenir le journalisme? Vous avez dit tout de suite, les journaux perdent des lecteurs de manière affolante, et que s'il n'y avait pas les subventions d'État, ils pourraient crever. Mais Omerta, qu'un truc qui vient de nulle part, enfin qui vient de nulle part, je me comprends, c'est-à-dire qu'il ne tient que parce que les gens ont donné de l'argent. Et il y a eu quelques généreux donateurs aussi. Hein. J'en parle parce que je l'ai fait. Moi, quand j'ai vu ce truc-là, je dis, bon, pour que les gens puissent aller sur le terrain, je veux bien payer. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit se développer, qu'il faut soutenir. Absolument. Parce que c'est le seul moyen, effectivement, d'avoir de la véritable information. Et puis l'indépendance, si vous voulez, les dons aujourd'hui, c'est la chose la plus importante du monde. Quand vous voyez des gens qui font un travail que vous trouvez intéressant, ça, il faut les aider. Il faut les soutenir. Parce que sinon, effectivement, le nerf de la guerre, malheureusement, sans nerf de la guerre, on n'y arrive pas. Comment ils vivent en ce moment en Omerta parce que... Omerta, c'est bien de commencer. Ils ont 2 personnes qui ont des moyens, qui ont lancé la chose. Qui ont les moyens. Absolument. Ah mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas envoyer, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas envoyer des gens faisant de l'enquête sans avoir... voilà, ils sont allés au Qatar, ils sont allés un peu partout. Et regardez, même au Figaro, Malbruno et Chesneau sont allés enquêter sur les Qatar Papers et le Qatar Gate. On a vu ce qui s'est passé au Parlement européen. Bon, on leur a trouvé des valises de 600 000 $. Carrément. Je veux dire, encore une fois, on dirait un film de Francis Ford Coppola, quoi. Mais voilà, c'est toujours pareil. Bien sûr qu'il faut des moyens. On ne fait rien sans moyens. C'est au moins, en tout cas, un minimum. C'est pour ça, regardez par exemple un truc très intéressant. Aux États-Unis, il y avait CNN, une chaîne d'info qui vraiment... Et arrive un milliardaire qui s'appelle Rupert Murdoch, qui est un milliardaire australien. Et un grand journaliste vraiment remarquable pour les de la presse, c'est Roger Ailes. Il lui dit, écoutez, monsieur Murdoch, il faut créer une autre chaîne, donc, qui est devenue Fox News. Et il lui dit, mais attendez, il y a déjà CNN. Et l'autre lui dit, en businessman, lui dit, mais la part de marché, c'est quoi? Et il dit, mais c'est 50% des Américains. 50% des Américains qui ne sont pas les bobos gauchos ou les intellectuels de la côte Est et Ouest, toute l'Amérique périphérique, comme on l'appelle la France périphérique. Toute une série de gens. Et il lui dit, cela, c'est notre public. Et résultat, Fox News a écrasé CNN en 10 ans. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus forts. Voilà, c'est à un moment donné, sauf qu'il fallait un milliardaire australien comme Rupert Murdoch pour faire démarrer la machine. Sinon, ça n'aurait jamais marché, ça n'aurait même pas existé. À une petite échelle, CNews en France, face à d'autres chaînes. CNews, je suis désolé, chaîne de droite évidemment, hein. Chaîne de droite horrible. Mais on y trouve des gens de gauche, tous les jours, qui parlent, qui sont pas très énervants d'ailleurs, mais qui parlent. Donc, voilà. Écoutez, vive la diversité. Et vive la liberté d'expression, voilà. On est complètement d'accord. Voilà, c'est tout. Vous avez Valeurs Actuelles, dans lequel vous trouvez également des gens de gauche qui peuvent... Quand CNews. Quand ceux qui acceptent d'y venir. Ouais. Et voilà.
est-ce que de continuer à subventionner, enfin que le public subventionne les médias, est-ce que ça resterait une bonne chose? On a vu là, dernièrement le cas de François, à qui on avait retiré l'agrément, et avec toutes les conséquences que ça pouvait supposer en matière de... Mais le cas de François est exemplaire, mais le cas de François est exemplaire parce que, après je parlerai de RT et compagnie, mais c'est exemplaire parce qu'eux ils vident leur dos. Il y a aussi quelqu'un, Xavier Azalbert, qui a les moyens, qui a lancé la chose. Encore une fois, s'il n'y a pas de moyens, on lance rien, il ne faut pas se raconter des histoires. Après, ils vivent à 20% de leur dos. Et la société, la commission d'agrément des publications de presse a dit oui, mais vous savez, les dons étaient défiscalisés. Alors c'est François, il publie des choses qui ne vont pas du tout. Il faut me nettoyer ça. Donc, et heureusement, parce qu'il y a une justice en France quand même, le tribunal administratif a retoqué la commission. Donc, sinon, ils étaient en faillite, quoi, c'était fichu. Mais regardez par exemple RT, je sais, bon, RT subventionné par les Russes. Très bien, on le sait, bon. Et je ne dis pas que c'est bien, ben, on le sait, voilà, simplement transparence. Moi je veux bien, mais alors Al Jazeera subventionné par le Qatar. Pourquoi? Non mais, où on applique à tous les pays étrangers, et notamment M. Kretinsky qui a Marianne et compagnie, très bien. Alors où les étrangers ont le droit d'avoir des actions, enfin, médias en France, ou pas. Mais on n'applique pas de poids et de mesure, c'est toujours la géométrie variable. Ou on le fait pour tout le monde, ou on le fait pour personne. Là aussi, c'est... Et puis, enfin, dernière chose, vous avez le problème des subventions. Encore une fois, pourquoi le service public avec 10 chaînes? Qu'il y ait une chaîne de service public, soit culturelle, soit pédagogique, soit vraiment de service public, d'accord, mais 10 chaînes de service public, où on peut dire Jésus est pédé, parce que c'est sans risque, là. Mais il ne faut pas dire autre chose sur d'autres personnes. Alors quand c'est sans risque, c'est génial. Ça, c'est vraiment les résistants, quoi. Ce que j'appelle les Jean Moulin avant. Voilà. Il s'est excusé quand même. Pardon, oui, monsieur. Il s'est excusé. Il s'est excusé, mais... Qui s'est excusé? Le journaliste, il s'est excusé parce qu'il avait insulté les PD. Les ah, oui. Oui. C'est juste. Monsieur. La moralité de l'information sur le service public, c'est de la science-fiction. On le sait. Je veux dire qu'il y a des gens qui jamais ne sont invités sur France Inter, France Info, etc. Jamais, jamais, jamais. Quoi qu'ils disent. D'accord. Monsieur. Est-ce que vous avez une explication pour Alexis Cossette-Trudel sur Radio-Québec? Il y a quand même une diffusion... il y a une diffusion... Large. Mais oui, absolument large, mais je ne sais pas si vous savez comment il est persécuté par un certain Justin Trudeau. Et quand je dis Trudeau, vous me suivez. Non, mais... oui, non, je veux dire, attendez, regardez, ici aussi, on a dans les réseaux sociaux des gens qui sont suivis formidablement. Il y a des gens... Moi, je vous dis, moi j'ai été étonné encore une fois, quand je vois une émission, que je vous dis, sur YouTube, je ne parle que de YouTube, avec à 1,5 million de vues pour une émission. Je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et moi, je vois, enfin, je ne parle que de mon cas, comment je suis accueilli quand je me balade en France. Très sincèrement, je suis même étonné des jeunes, de tout, enfin de tout, acabit de tout milieu. Et en général, c'est vraiment pas pour m'agresser, c'est totalement le contraire. Pourquoi? C'est pas mauvais aux yeux, parce qu'ils vous invitez des gens qu'on n'entend pas, et qu'on est heureux d'entendre. C'est tout. Et comme moi, il y en a beaucoup d'autres. Je voulais savoir, par rapport à cette liberté de ton, est-ce que vous avez subi des pressions par rapport à certains sujets ou Disons que j'ai eu quelques conseils en me disant fais attention, j'en ai pas tenu compte jusqu'ici, voilà. On verra bien si ça continue ou pas. Mais enfin pour le moment, il n'en est pas question. Et très sincèrement, je ne crois pas que je resterai si on me dit ah non il ne faut pas parler de ça, vous savez. C'est pourvu que vous ne parlez pas de religion, vous vous rappelez, de religion, de ceci, de cela. Vous pourrez parler de tout sur la protection d'un censeur. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'envoyer le censeur ou l'ascenseur. Et pour compléter la question, madame, quand vous dites que vous avez des conseils, est-ce que c'est des conseils, on va dire amicaux, en disant fais gaffe parce que là tu risques, ou alors c'est des conseils en disant attention si vous allez trop loin? Non, c'est plutôt des conseils, enfin ce que j'ai eu jusqu'ici, des conseils amicaux. D'accord. Mais oui, monsieur. Est-ce que je n'êtes pas un peu optimiste parce que, alors pour parler de CNews, quand CNews fait 100 000 vues sur une émission, c'est extraordinaire. Combien fait le journal d'Antenne 2 tous les soirs? Oui, bien sûr. Et l'Antenne 2 plus TF1, 20 millions. C'est-à-dire,
200 fois plus, comme vous faites 1 million, c'est très bien. Il a fait une vidéo, il a fait 10 millions. Et la CAPP pour François, elle n'a pas jugé au fond. Elle n'a pas jugé au fond. Non, non, absolument. Ah, c'est pas fini, on est d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste dans faire pour augmenter les audiences? Non, je ne suis pas optimiste pour une raison très simple, je vous dis pourquoi. Bien sûr, mais parce que l'histoire a toujours été faite, et je ne parle pas de moi parce que ce serait prétentieux, par les minorités agissantes. La majorité, évidemment, vous n'avez pas demandé à la majorité d'être contestataire, de dire ça ne va pas, etc. Le journal de TF1 ou France 2 est désigné, rappelez-vous ce que disait Patrick Lelay, nous sommes là pour remplir l'espace de cerveau disponible. Voilà, c'est clair, hein. Au moins, il avait la vertu de la franchise. Et nous, on est là pour vendre à Coca-Cola de la part de cerveau. Bah, c'est leur job. Et voilà. J'ai rien contre. Comment rendre notre minorité agissante? Parce que je suis désolé, elle n'est pas beaucoup quand même. Soyons honnêtes. Hein, mais nous sommes honnêtes, monsieur. Vous savez, c'est pas personne ne décide de la date. À un moment donné, comment dire, la marmite est en fusion. Le couvercle est du. Quand? Peut-être qu'il ne se passera rien, j'en sais rien. Moi je ne dis pas du tout, ah, on est parti pour le grand chambardement ou la grande révolution. Je dis simplement qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un petit problème. À partir du moment où Macron va, même à Barcelone, il se fait huer à Barcelone, il n'y a qu'un problème. À Barcelone, il va dire, je vais être content là-bas. Il y a le flamenco et les trucs. À Barcelone, il se fait huer. Non, je veux dire, il y a un petit problème quand même, c'est tout. Et c'est pas seulement Macron. Ce que je veux dire simplement, bien sûr, on ne peut pas dire il va se passer, il peut rien se passer. Simplement, la chose est très claire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous avons eu cette politique que nous avons eue, l'Europe, etc., quand on voit les prix cités, quand vous parlez aux boulangers, aux restaurateurs, etc., et j'en parle, vraiment, je rencontre beaucoup d'artisans, de commerçants, ben, à un moment donné, vous savez, quand le frigo, ça va très bien quand le frigo est plein. Quand le casse du monde, on ne sait pas comment être rempli le frigo pour un certain nombre de gens, et ça existe là. Voilà, après, franchement, je ne veux pas jouer les voyantes de marque de café, hein, j'en sais rien. C'est quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de frigo. Voilà. Ça, c'est pas faux. Oui, monsieur. Vous avez parlé de François, auquel on a retiré temporairement l'agrément de la commission paritaire, mais il y a aussi Rivarol. C'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même un véritable scandale. C'est le seul journal d'opposition, d'ailleurs j'en profite pour demander à tout le monde de s'abonner par soutien, parce que c'est le seul journal d'opposition en France auquel on a retiré l'agrément de la commission paritaire, ce qui fait qu'au lieu d'avoir je ne sais pas quel taux de TVA à quelques pourcents, il est passé à 20%, oui, ils n'ont plus du tout le droit enfin, ils ont des grosses difficultés financières pour diffuser. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense quand même, si vous parlez de Rivarol, qu'avant qu'on lui ait retiré l'agrément, c'est un journal qui ne marchait plus du tout. Hein. Il n'avait plus de lecteurs, très sincèrement. Vous savez quel était le nombre de lecteurs de Rivarol? Alors, je ne dis pas, ça ne veut pas dire que ça disparaît. L'humanité n'a pas beaucoup plus de lecteurs. Donc, je suis d'accord sur le fond de ce que vous dites. Après, le problème qui doit se poser, pourquoi ce que vous appelez cette presse d'opposition-là, c'est un vrai problème pour eux comme pour le reste. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ils n'ont plus de lecteurs? C'est là le vrai problème. Il faut aussi se poser des questions sur nous. Pourquoi les lecteurs n'ont plus envie de lire ça? Je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas, hein, mais le vrai problème, il est là, dans la presse écrite. Moi, je me rappelle, j'étais à l'Express dans les années 70-80, on vendait 700 000 exemplaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas à 80 000. Le Monde, le fameux Monde, etc., où on parlait, vous savez, c'était la presse de référence, ensuite la presse de déférence, et ensuite la presse de déchéance. C'est passé en 45 ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les lecteurs n'ont plus envie de suivre. Alors j'en sais rien, je dis peut-être ces lecteurs sont devenus paresseux, j'en sais rien. Je constate simplement ceci. Et quant à la télévision, c'est autre chose. La télévision, c'est le divertissement, on sait. La télévision restera inutile, sauf quelques chaînes et quelques émissions, de divertissement pur. Voilà, c'est sa vocation. Et heureusement, simplement, qu'il y a plusieurs chaînes et plusieurs canaux. Et heureusement, ça permet quand même d'entendre de temps en temps des émissions un peu différentes. Qu'est-ce que vous pensez Madame. des journaux par Internet comme Boulevard Voltaire? Est-ce que c'est pas un avenir, ça? En tout cas, c'est bien sûr. Pour moi, l'avenir, il est là. Pour moi, l'avenir, il sera avec des gens qui auront les moyens
à la fois de montrer des opinions différentes. Regardez, il y a, mais c'est en anglais malheureusement, j'aimerais avoir les regards en français de Thinkerview, ça s'appelle, enfin la rue du penseur Thinkerview, je ne sais pas si certains connaissent, c'est formidable, ils sortent des chroniques, ils sortent du contenu qui est remarquable. Moi je faisais, parce que ce qui est bien dans cette histoire des clics, c'est que vous allez d'un clic à un autre, et puis vous dites, tiens, allez voir telle revue, telle chronique, telle étude. Et là, on se dit, moi c'est comme ça que j'ai vu par exemple, c'est dans les réseaux sociaux, bien avant la presse, que j'ai eu que Pfizer n'avait fait aucune étude sur les femmes enceintes quand ils ont fait leur test. Et vous savez que Pfizer, c'est extraordinaire, c'est pas pour attaquer, dans la brochure de Pfizer, vous savez que l'expérimentation finit 2023. C'est-à-dire qu'on est en expérience. Nous avons été 6 milliards de cobayes. Intéressant. Voilà. Mais écoutez, être comparé à un rat de laboratoire, c'est quand même un destin pas négligeable. Par rapport à tout ça, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'État cherche à se défendre? Ils ont créé dernièrement la commission Bronner. Est-ce que ce n'est pas un moyen maintenant de venir contrôler des gens qui seraient un petit peu plus gênants? Ah ben je crois que l'État veut contrôler, ça c'est clair. C'est pour ça, mais enfin, vous avez vu la menace de Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, sur CNews et C8, en disant attention, l'ARCOM vous a donné jusqu'en 2025, vous avez votre possibilité, ça rejoint Rivarol ou ça rejoint François ou d'autres, mais attention, si vous êtes passage, ministère de la Culture. Et donc, voilà, oui, on a ça, il faut savoir que l'épée de Damoclès, elle est là. Et en revanche, si vous vous comportez bien, les subventions sont là. Toujours pas la carotte et le bâton. Vieille histoire. Et puis ils ont modifié aussi certains textes, en tout cas ils en ont ajouté quelques-uns, et notamment sur la responsabilité qui pourrait incomber à une association qui, si j'ai bien compris, qui n'aurait pas de journalistes ou de gens qui ont une carte de presse. Oui, donc oui, alors il y a l'histoire de la divulgation des... mais c'est toujours des moyens, ça. Vous savez, c'est une manière de dire pourquoi François, parce qu'effectivement, il fait parler qui Perron, il fait parler des gens un peu différents, et ça ne plaît pas. Bien sûr. Mais quand on sait, encore une fois, le narratif, on reprenait aux médias, vous vous rappelez du docteur Salomon qui venait tous les soirs égrener la liste des morts. C'était vraiment formidable. C'était Requiem, c'était tous les soirs la marche funèbre. Voilà, on avait ça en liste d'apéro. Bien, enfin, c'est pour remonter le moral des troupes. Bon, mais en même temps, enfin, ce qui est incroyable, c'est que personne ne venait, et personne n'invitait. On dit, attendez, est-ce qu'ils sont morts du Covid ou avec le Covid? C'est pas tout à fait la même chose. Et quand je dis tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Vous savez, j'ai reçu un statisticien, je vous conseille de livre formidable, qui s'appelle Pierre Chaillot, qui vient de publier un bouquin sur les chiffres, la vérité sur les chiffres de Covid-19. Ça fait 2 ans et demi qu'il y travaille, et c'est un statisticien, voilà, il a regardé tous ces chiffres. Et par exemple, lui avec Toubiana, ils ont demandé aux autorités de santé, je vous donne un exemple précis, on revient aux médias et à l'information. Ils ont dit, écoutez, vous savez qu'on a les nombres de morts en France, sont tous répertoriés. On ne pouvait pas mourir sans qu'on le sache. Les vaccins, même chose. Les vaccins, vous ne pouvez pas avoir une vaccination clandestine. Je parle de Pfizer. Et ils ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir la liste des morts depuis 2020 et leur carte de vaccination, enfin leur taux de vaccination de chacun. Refus. Aujourd'hui, alors que vous devriez, par la CADES, vous, citoyens, demander, écoutez, donnez-moi le chiffre des morts et donnez-moi parmi ces morts combien de vaccinés. Ben, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous essayez, rien à faire. Vous ne l'avez pas. Vous voyez, en France, 2022, c'est quand même quelle question à poser, quoi. Ouais. La vérité est dure à digérer. Oui, pour certains. Vous êtes invité de temps en temps sur les réseaux sociaux quand il faut... Réseaux sociaux, oui, mais par exemple, France Inter, France Info, pourtant j'avais 10 ans que terminé. Mais quand ils parlent tous ensemble, là, par exemple, Myriam, vous connaissez Myriam? Myriam, c'est une fille qui fait vous parlez sur les réseaux sociaux, là? Sur Twitter. Pardon? Myriam, non, mais Twitter, chacun fait son... Vous savez, on a chacun nos fils Twitter. Ça, c'est autre chose. Vous n'êtes jamais invité, vous? Non, enfin, je sais pas. Parce que Perron oui, mais Perron, par exemple, je l'ai reçu. Alors, je vais vous dire, Perron, par exemple, aujourd'hui, on m'a dit, attention, l'ARCOM veille, attention, si tu reçois Perron, tu vas avoir des problèmes. Je dis, attendez, est-ce qu'on est encore, on peut parler? Moi, je dis, Perron. Après, on n'est peut-être pas d'accord. Et là, j'ai reçu Perron. Il a fait 1,5 million de vues, et puis voilà, il n'y a pas eu de problème. On a pu en avoir.
Mais il était hors de question. Je dis, Perron, il a le droit de parler. Il a été... Non, mais en plus, regardez, Perron, il a été vaccinologue, il a été chef du service de vaccination de l'Europe, de l'Union européenne. C'est pas un petit mec qui arrive. Il a 45 ans de métier. Perron. Ah ben, bien sûr. Et il est actuellement aux États-Unis. Oui, je sais pas. Ah ouais, c'est possible. En Floride. Ah bon? Mais il y reste, je sais pas s'il reste. Non, il est passé, mais je sais pas s'il reste. Ah bon? Sinon, Autre question. sinon, pour citer d'autres chaînes sur Internet, il y a Front Populaire, Oui, bien sûr. qui est intéressant, qui donne également un autre aspect. Il y a la chaîne de William Van Ladel, Oui, oui, qui est une bonne chaîne d'information. Alors pareil, hein. Mais il y en a beaucoup, Vous savez, heureusement, il y a fait Europe, il y a beaucoup. Il y a Boulevard Voltaire qui a été cité. TV Liberté. Et il y a même des individus qui sont extrêmement suivis. Des hommes ou des femmes qui ont leur blog. Et vous savez, leur blog est extrêmement suivi. Il y a des gens qui sont vraiment, pas des influenceurs pour l'eyeliner et le nouveau mascara, mais des gens qui vraiment sont des influenceurs au bon sens du terme, et qui sont très suivis parce qu'ils apportent aussi des études, des infos, et il n'y a pas que l'enquête, enfin il y a toujours l'enquête, mais c'est pas seulement le terrain, ils vont voir, ils vont étudier, ils prennent le temps de tout lire, ils prennent le temps d'examiner, et ils vous apportent des synthèses passionnantes, c'est clair. Non, mais c'est bien là, je trouve, la vraie difficulté, hein, c'est d'arriver à identifier clairement la qualité de l'information. Parce qu'on en a tellement, ça vient de partout. Les téléphones, hein, ils sont principalement responsables de ça, on reçoit tout là-dessus. Et de différents moyens. Mais comment identifier clairement... Vous savez, en regard, d'abord, vous voyez très vite ce que vous pouvez éliminer, parce qu'il y a des gens, ce qui est très bien, c'est que la vertu de la connerie a ceci de très bon, c'est qu'elle se répète. Donc quand vous avez une espèce de mimétisme de la connerie, vous arrêtez, et puis voilà, vous passez à autre chose. Et il y a d'autres, franchement, moi je vous assure, je suis très frappé, parce que je ne suis pas de cette génération, je ne suis pas né avec les réseaux sociaux, et je suis très frappé de voir qu'il y a quand même des choses passionnantes, et que je ne vois nulle part, encore une fois. Et quand je dis à mes amis journalistes de presse écrite, et j'en ai beaucoup, je dis, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Ah oui, et c'est pas... Il me dit, oui, il faut en parler, c'est vrai, il faut en parler, et puis on voit rien. Puis voilà, ah oui, il faudra en parler. Mais après je dis, ouais, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Bon, après on revient au chapitre précédent. Comment ça se passe dans une salle de rédaction Ah pardon. Il y a monsieur, oui, monsieur. Pour la question du discernement sur la qualité de ce qui peut être proposé, je pense que la qualité du langage utilisé peut être un critère. C'est vrai, mais vous avez tout à fait raison. Ouais, mais monsieur. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre émission que j'écoute tous les midis, comme pratiquement tous les midis. Merci. Et ensuite, j'aurais une autre question. Enfin, je ne suis pas du tout du métier, peut-être par les bords, mais c'est tout. Pour les jeunes journalistes ou autres, j'ai un certain âge, etc. Bon, d'abord, vous êtes soumis à une pression de rapidité, comme disait Patrice Maigneron. Il faut très vite avoir l'information, pouvoir la contrôler, pouvoir juger si oui ou non elle est bonne. Ça, je pense que c'est pas facile. Ensuite, comme évoqué, c'est la question des salles de rédaction, où finalement on décide ou non de mettre en avant telle ou telle information. Et lorsque vous n'avez pas les moyens, ou lorsque vous êtes simplement seul salarié d'une chaîne de télévision et que vous êtes jeune, vous avez une carrière, bien tout honneur, vous avez une famille, vous avez tout, et même si vous relancez à 2 ou 3 reprises un sujet, on vous fait clairement comprendre que ce sujet-là n'est pas à l'ordre du jour et ne le sera pas, ou bien sous telle ou telle condition, mais cette condition, elle est tellement hypothétique qu'elle n'a aucune chance de venir sur le tapis à un moment donné ou à un autre. Et alors, ça, c'est un point de vue. Et d'autre part, j'ai l'impression que nos journalistes, alors c'est peut-être dû à ce que je viens de dire, je ne peux pas être rabat-joie non plus, mais que beaucoup de journalistes ont moins en moins de culture, ou sont de moins en moins cultivés. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance, ou peut-être parce que c'est plus dans l'air du temps d'être journaliste sur ses propres moyens, ça je crois que c'est plus possible du tout, mais de voyager, de rester longtemps dans un pays ou dans une région ou autre, et que finalement ce sont simplement des lecteurs de fiches.
pour beaucoup. Et donc ils n'ont aucun recul et ils savent passer la parole à des experts ou des pseudo-experts, et que finalement ils perdent dans leur métier. Et pour regarder la télévision, je prendrai 2 chaînes, BFM et CNews. Je dirais même que le comportement, l'attitude, l'habillement des journalistes sont différents d'une chaîne à l'autre. Ah oui, combien? Voilà, c'est un petit peu ce que je mets un petit peu. Non, mais vous avez raison. Enfin, je veux dire, ce que vous décrivez est une évidence, c'est une réalité. Et pas parler, c'est une réalité, effectivement. Alors, moi, quand je veux être provocateur, mais c'est facile ce que je dis, parce que moi, je ne suis pas à ça. Je me rappelle un critique de cinéma qui disait « J'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre. Mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. » Là aussi, voilà, où on met, où on met le curseur, et ça c'est vraiment, c'est facile évidemment de donner des leçons comme ça à des personnes qui vous disent doivent vivre effectivement. Maintenant, je crois qu'il y a 2 choses, et ça revient à l'AFP dont vous parliez, M. Manon, c'est que, évidemment, qu'on a l'AFP, on a Reuters. Le rigolo, c'est que quand on sait que Reuters, par exemple, pour prendre Reuters, c'est pas l'AFP, le PDG de Reuters, c'est une des plus grandes agences d'information du monde, et il est actionnaire de la plus grande société de fonds de pension du monde, qui est BlackRock. BlackRock, vous avez tous entendu parler, c'est plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. C'est des trillions de dollars. Hein. Alors, trillionnaire, il n'est pas millionnaire ni milliardaire, il est trillionnaire, absolument. Bon, quand vous voyez à qui appartient et où, rien que ça, vous faites l'organigramme des boîtes, voilà, bon, on sait que ça existe, c'est pas nouveau, il faut le savoir. Il faut le savoir. Quand vous oubliez telle chose, n'oubliez pas la chaîne des actionnaires. Voilà, ça existe. Je ne dis pas pour s'en indigner, ça n'empêche pas de... Mais il faut savoir à qui appartient à quoi. Si on ne le sait pas, on peut... voilà. Oui, madame? Oui, merci, monsieur Berkoff, pour votre beau travail. Justement, ma question est un peu peut-être dérangeante. Comment avez-vous gardé votre liberté de travail? J'ai 2 questions. Ma deuxième question, qui finance Sud Radio? Oui, très bien. Dans ma liberté de travail, bon, j'ai eu honnêtement de la chance aussi. J'ai pu la garder, c'est vrai. C'est-à-dire que je peux dire, après, j'ai fait les travaux alimentaires, mais je n'ai jamais, je peux le dire, et vraiment, jamais écrit quelque chose qui n'était pas senti. C'est-à-dire quelque chose qui allait contre mes opinions ou mes partis pris. Quand je dis partis pris au sens politique du terme, vous parlez, mais politique, je parle sociétaux et autres. Donc, j'ai eu cette chance-là, j'ai pu, voilà, mais j'ai fait aussi, parce que des travaux alimentaires, mais qui en aucun cas étaient travaux sur tel ou tel, par exemple, j'ai fait des travaux sur des voyages, etc., par exemple, payés par les compagnies de train ou de l'aviation, mais l'Orient Express, voilà, bon, il n'y avait pas de choix politique là-dedans, voilà. Mais par exemple, je n'ai jamais travaillé pour des gens dont j'estime que l'influence est, enfin pour moi, hostile, enfin, n'est pas bonne, que je considère comme pas bonne. Deuxièmement, oui, votre question. Comment est financé Sud Radio? Alors, Sud Radio est financé par une boîte qui s'appelle Fiducial, qui est une boîte d'experts comptables, dont le PDG s'appelle Christian Latouche, qui est lui-même milliardaire. Je crois que l'avantage, et je vous parlais de ça, c'est que Fiducial n'a en tout cas aucun lien avec le gouvernement, encore une fois, quel qu'il soit. Si vous vendez, encore une fois, soit des armes, soit de l'industrie, etc., forcément, pour vendre des choses, vous êtes dépendant d'un certain nombre de ministères et compagnie. Une boîte d'experts comptables, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, moi, vraiment, ça fait 5 ou 6 ans que je suis là, 6 ans, je n'ai jusqu'ici, comme je l'ai dit, peut-être ça changera, j'ai eu le problème, je n'ai qu'à me féliciter de ce point de vue de la collaboration. Après, à Sud Radio, vous avez des avis très différents. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait aux antipodes de ce que je dis, et qui, je me rappelle, il y a 2 ans, disaient, mais enfin, c'est eux qui me disaient, oui, attention, tu vas trop loin, etc. Je dis que je vais trop loin, voilà, moi c'est ce que je pense. Après, s'ils ne sont pas contents, ils me le disent. Voilà.
Mais à l'intérieur de Sud Radio, oui, vous avez, c'est très bien, vous avez des journalistes, vous avez des historianistes qui sont absolument pas d'accord avec moi. Mais ça, c'est très bien. Ce qui me gêne, c'est quand on empêche des gens d'opinion dissidente de s'exprimer. On leur coupe la parole au vrai sens du terme. Ça, les coupeurs de parole, ça me plaît pas. Là. Oui, madame. Je voulais aborder le problème des jeunes journalistes, des écoles de journalisme. Oui. Parce qu'ils sont extrêmement formatés dans Très un bonne sens bien précis. On les prend jeunes, on les formate et ils sortent de là, ils n'ont plus d'âme. Écoutez, votre question est excellente. Oui, vous n'avez pas dit des poulets en batterie, mais je complète. Non, moi, j'ai très franc avec vous. Moi, je suis... Et quand des jeunes viennent me voir, je dis, perdez pas votre temps à des écoles de journalisme. C'est cher. Vos parents se saignent aux 80 ans, et je ne citerai pas des écoles. Pourquoi je dis ça? Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois choses. C'est la culture, la curiosité, l'esprit critique et l'envie de bouger. Et lire. C'est-à-dire que si on me dit entre, par exemple, aller à Sciences Po, allez faire des études de société, allez voir ce qui se passe, des études d'économie, apprenez l'économie, apprenez tout cela, et après, vous pourrez très facilement, en 6 mois de stage, vous pouvez devenir journaliste. Journaliste, c'est pas être médecin, c'est pas 10 ans de médecine. Journaliste, c'est évidemment un certain talent, que ce soit d'écriture ou d'expression, c'est l'envie d'aller voir. Moi, je veux dire, moi, à 14 ans, j'avais 3 envies. Et comme j'avais une famille de petits fonctionnaires, j'ai dit, qu'est-ce qui peut m'apporter ça? J'avais envie d'en rencontrer du monde, d'écrire et de voyager. Et je me suis dit, quel est le métier qui peut me donner ça? Voilà. Et je me rappelle très bien qu'à 19 ans, j'ai écrit mon premier papier, fier comme Artaban. Mon père travaillait, j'appelle mon père, je lui dis, alors t'as vu? J'ai signé, il dit, petit con, t'as pas autre chose à faire, et quand tu vas crever de faim, hein, on sera pas là quand tu vas crever de faim. Et je lui ai dit, le con, c'est toi en français, un peu engueulé, mais après, il était très content, mais c'est normal, parce qu'on pense d'abord à la sécurité, et voilà. Donc, je vous le dis, brut de découvrir. Mais voilà, après, je crois qu'effectivement, pour les conseils que je donne aux jeunes journalistes, je dis, cultivez-vous. Cultivez-vous en économie, cultivez-vous en géopolitique, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire. On assiste aujourd'hui à un bouleversement du monde. Vraiment, on est dans une période qu'on n'a pas connue depuis 1945, donc c'était un rendez-vous. C'est la dédollarisation du monde, c'est l'organisation du monde en des pôles très différents, c'est-à-dire, il y aura, vous savez qu'un jour, allez, je vais vous faire juste une petite plaisanterie comme ça, je me disais un jour, l'Amérique et la Russie vont s'entendre. Ils vont faire une monnaie commune. Et je me disais, l'alliance du rouble et du dollar, ça va donner le roublard. J'exige d'être payé en roublard. Plaisanterie mise à part, aujourd'hui, vous avez, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, quand vous voyez, et moi ça a été un truc extraordinaire il y a 2 mois, quand j'ai eu ça, j'ai dit, ah, ça y est, quand l'Arabie Saoudite vend du pétrole à la Chine en yuan, avant, il n'est pas question de vendre 1 gramme de pétrole s'il n'y a pas de dollar. Ça n'existait pas, c'était même pas envisageable il y a encore 5 ans, hein. C'est rien. Et aujourd'hui, ça y est, c'est en train de basculer, ça va mettre du temps, bien sûr, c'est pas demain après-demain. Mais entre la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être, etc., il va y avoir un pôle adossé à l'or qui va faire une rivalité au dollar et à l'euro. Alors, que deviendra l'euro, ça c'est encore une autre question. Non, parce que nous, on s'est mis, nous c'est cocu, battu et content, quoi. C'est ça. On fournit la vaseline. Je sais que c'est pas élégant, mais c'est la stricte vérité. Mais j'allais vous dire, monsieur, que nous sommes déjà au gravier. C'est ça. Oui. J'ai une question sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne va pas revenir sur qui a raison, qui a tort, c'est pas l'objet, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les médias, justement, commencent à nous préparer à un éventuel conflit futur, conflit auquel on prend part quand même déjà, puisqu'on envoie du matériel, des chars, de l'argent, aussi des hommes, puisqu'il faut bien quand même instruire, donner toute cette instruction militaire aux militaires ukrainiens. Voilà. Donc est-ce que vous ne pensez pas, à petits pas, qu'on est en train de préparer l'opinion à une guerre? Oui. Je vais vous dire, c'est effectivement, le problème est posé. Moi, alors de ce point de vue, pas que je suis optimiste, je ne pense pas qu'on ira jusque-là pour une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus, on n'est plus en 45, on est au nucléaire.
Or, si on arrive à ce stade-là, vous et moi tous, on ne sera plus là pour en parler, on sera déjà transformé en petites bulles à cendres, etc. Non, je veux dire que, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, si on regarde un peu de distance? Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie, par Ukrainiens et Européens interposés. Nous, au lieu de jouer la puissance médiatrice, au lieu de jouer un rôle, de dire, attendez les gars, bon, qu'est-ce qu'il y a, comment on peut revenir à ça, parce qu'il n'était pas question de prendre toute l'Ukraine, c'est les populations russophones du Donbass, Crimée, Odessa et compagnie. Non, on y va, allez, on envoie. Ce qui est merveilleux, mais on a un président, moi je vais vous dire, je suis heureux de sa générosité. Il envoie 1 milliard à l'Afrique du Sud, il envoie au Pakistan, il envoie à la Turquie, il envoie à ceci, il envoie, et les chars. Bientôt, c'est formidable, on va avoir des soldats qui seront en chaussettes, quoi. Les chaussures, il les enverra. Non, j'exagère à peine, c'est-à-dire qu'il y a un problème. D'abord, on a vu que l'Europe, c'était n'importe quoi. Le fameux couple franco-allemand, magnifique, hein. C'est même plus du Pax, c'est du sadomasochisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? L'Allemagne continue, vous savez que l'uranium, continue d'acheter de l'uranium à la Russie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais autant vendu de gaz de schiste. Et attendez, vous entendez les écolos? Le silence assourdit. Alors que nous, on n'a pas le droit ni d'explorer les gaz de schiste, ni de le répertorier, ni de savoir où il y en a. Horreur et putréfaction. Et vous savez, alors là, c'est une information, vous savez qu'au sein du ministère de la Transition énergétique en France, il y a une cellule éolienne composée d'Allemands, avec des gens. Alors, je ne veux pas faire les Boches, mais il y a problème. Je veux dire, où est notre politique? En quoi nous sommes indépendants? La première des choses, c'est l'indépendance. La première des choses, c'est être maître de son destin. Quelles que soient les opinions politiques qu'on a. On est maître de notre destin, on n'est pas maître de notre destin. Ah ben là, non, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, c'est très bien, l'euro a été bâti sur le marque, très bien. Sauf qu'à un moment donné, la chère Angela, bon, c'est très... Et elle a dit, vous avez vu, elle a dit... Oui, les accords de Kiev, on n'y croyait pas du tout, on les signait avec les Russes pour essayer d'armer l'Ukraine. Et l'admirable François Hollande, quand même, il a rien dit, c'est tout. Mais vous savez que François Hollande, j'ai su, enfin, un chapitre de sa vie privée, il faut que je vous dise. En 2011, au Bourget, rappelez-vous ce fameux discours, je n'ai qu'un seul ennemi, il n'a pas de visage, c'est la finance. La finance, mon ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vais vous dire, il a rencontré la finance. Il a été séduit par la finance. Ils se sont pacsés. Ils se sont accouplés. Et 9 mois plus tard, est jaillit le petit Emmanuel Macron, fils naturel de Hollande et de la finance. Voilà. Et c'est ça. Non mais, je plaisante, mais à peine. C'est-à-dire, on a une espèce de continuité extraordinaire et on a l'impression qu'on est là. Ben nous on fait rien. Les Américains font, les Russes font, les Ukrainiens font leur truc là, merveilleux. D'ailleurs, Zelensky, il n'y a pas un festival où il n'est pas. Un festival de Cannes, festival de Venise, machin. Bon. Et il dit aboulé, allez. Il va être à Davos. Hein? Mais il est à Davos. Et il va dire donne-moi comme disait Enrico Macias. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Non mais, pour revenir à ça, il y a quand même un problème grave. Que fait l'Europe qui est quand même 400 millions, enfin je veux dire, qui est une puissance, qui aurait pu être une puissance extraordinaire, jouer un rôle, oui, enfin, bon, rien. Et quand je vois le soir d'Ursula von der Leyen, vous imaginez, elle n'est pas élue, c'est elle qui signe les contrats d'achat de vaccins avec Bourla. Mais où on est, nous? Alors, vous savez que les parlementaires européens, je parle souvent ou à Virginie Dujoreau ou à Michel Rivasi, elle m'a raconté l'histoire des vaccins, enfin des contrats, pardon. Ils ont mis 3 mois à avoir les contrats. Oui. Alors je dis, mais on peut voir les contrats quand même, on est représentants des Européens, on est parlementaires. Il ne voulait pas les montrer. Il dit, bon, on va attaquer la Cour de justice et on va vous attaquer. Il dit, on va où les montrer? Authentique, je vous raconte. Donc, ils sont conviés dans un bureau, il dit, attendez, vous enlevez vos portables, pas question que vous preniez des photos, et pas question qu'on vous laisse les contrats. Vous avez le droit de les lire. Très bien, ils entrent, on vous donne 3 quarts d'heure pour 120 pages. Bon. Très bien, ils commencent à montrer, et ils tournent les pages. La moitié des pages sont piffées. C'était en noir, voilà. Je dis, mais vous imaginez, c'est-à-dire, on est au XXIe siècle, des représentants élus d'un Parlement européen sont face à des bureaucrates absolument pas élus d'une commission, qui leur disent non, les contrats, vous n'avez pas le droit de les voir. C'est là où je reviens, c'est quoi un citoyen? C'est quoi un citoyen qui contrôle? C'est l'infantilisation la plus totale, et on revient aux médias aussi. Est-ce qu'on est là pour infantiliser ou pas? Est-ce qu'on est là pour dire les choses ou pas?
Et là, vous voyez, ça, moi je veux dire, j'ai pas cru d'ailleurs quand Rivasi m'a dit ça, je dis vous plaisantez. Et elle m'a montré, après il y a quelqu'un qui a pu sortir les contrats et qui a dit regardez ce qu'on voyait, on voyait biffer. Parce que quand dans les contrats il y avait quoi, comme vous le savez, eh bien s'il y a des effets secondaires ou des effets indésirables, les laboratoires ne sont pas, ils sont responsables de rien. Donc voilà. Donc on a accepté ça. Bon, très bien. Mais au moins, rendez des comptes. Mais notre rôle à tous qui sommes là, c'est de faire passer ces informations au maximum. Quand vous avez une information, passez-la autour de vous au maximum de gens. On est des petits, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être le grain de sable qui fera basculer tout le reste. Mais c'est très important. Est-ce qu'ils ont fait passer ce message Pardon? Ils ont fait passer ce message, est-ce que ça a été... Ah oui. Les députés européens, je peux vous dire qu'ils y sont allés. Ils sont allés, ils en ont parlé partout. Mais ça n'a pas changé, encore une fois. Bourla, il ne va pas au Parlement européen quand on l'a convoqué. Parce que Bourla, vous l'expliquez, ah non, moi je n'ai rien dit au Parlement européen, ça ne m'intéresse pas. Madame von der Leyen venait parler. Alors là, ils vont l'obliger. Ils vont faire une action que Mme von der Leyen, jusqu'ici, elle n'est pas venue parler. Elle est présidente de la Commission européenne, elle n'est pas venue parler au Parlement européen pour s'expliquer sur les ventes de vaccins, sur les achats de vaccins. Encore une fois, 41 milliards de doses, 70 milliards, etc. Enfin, des sommes absolument colossales. Mais rendez compte, je veux dire, on est quand même les copropriétaires là, hein, du truc. Si je vais chez mon syndic, il me fait un audit. Ben là, rien du tout. Puis juste, il y a une action légale qui est menée et financée par les citoyens pour demander justement ces contrats qui est menée par l'Expressia. C'est déjà vu légal, hein, donc il y a aussi une action légale. Exact. Heureusement, il y a plusieurs avocats qui sont sur cette affaire, absolument. Vous avez raison. Et sur Gilead aussi, Pardon? Gilead aussi, comme ils ont acheté. Gilead, ah oui, le remdesivir, alors ça c'est fabuleux. Donc c'est fini. Ça on a vu, Gilead, ils ont vu que ça faisait des maux de rein terrifiants. Gilead, vous vous rappelez, on disait que c'était très bien. Vous savez, ça c'est Raoult l'a raconté. Vous savez que Raoult faisait partie du conseil scientifique. Première séance, c'est raconté, personne ne l'a démenti en tout cas. Il arrive, donc il y a Delfrécy et tous les autres. C'est Renaud qui a chanté quelque chose en moi de Delfrécy. Non mais il arrive et donc ils sont là en train de discuter. Et je me rappelle, Raoult me dit, mais écoutez, c'est là où j'ai décidé de quitter le conseil scientifique. Donc Macron arrive avec le PDG de Gilead. Et il leur dit, écoutez les gars, c'est réglé, voilà. Il amène le remdesivir. Il dit, on a trouvé le truc. Et je dis, attendez, vous faites un conseil scientifique et vous nous dites, c'est ça qu'il faut faire. Et lui, il est parti, c'est le seul. Hein. C'est le seul qui est parti. Les autres sont restés. Donc l'Europe a acheté pour une remdesivir, bien sûr, 1 milliard. Et alors là, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est fini. Il n'y a pas de il y a eu 1 milliard jeté à l'eau et puis voilà. On n'a pas refourgué. Pardon? On n'a pas refourgué à l'eau. On a essayé de refourguer aux Africains, ça n'a pas marché. Les Africains sont plus intelligents. Ils ont dit pas qu'ils allaient marcher. Ils ont de l'expérience. Les Africains sont restés à... Ah ben, aux Américains, ils disent comment? Alors, il faut que je raconte. J'étais au Mexique. Là, j'étais début d'année. Je vais à Tulum, un petit village au Mexique, et il y a les pharmacies, et les pharmacies, ils exposent leurs médicaments, ils font des panneaux. C'était il y a 2 semaines, je crois, même pas. Et je tombe en arrêt, je vois ivermectine, hydroxychloroquine, amoxicilline, l'azithromycin, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'entre, je demande. Bon, journaliste, je dis, dites-moi, on peut acheter? Mais oui, monsieur, c'est besoin. Voilà. Je dis, mais il ne faut pas de prescription médicale, pas du tout. Au Mexique, c'est non seulement en vente libre, mais il n'y a pas de prescription médicale. Il dit, vous savez que chez nous, vous savez que c'est interdit. Il dit, quand la nivaquine est interdite, je dis oui. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, je ne sais pas. Voilà. J'en sais rien, je ne suis pas médecin. Non, mais pour vous dire, voilà, vous savez, tout ça, ça fait quoi? Ça fait, on revient à quoi? On revient à la ligne rouge de la chose. C'est qu'en fait, tout le travail consiste à donner des fausses informations pour enfumer. C'est vraiment le côté enfumage, c'est vieux comme le monde, encore une fois, je le répète, je le radote,
pas croire que c'est nouveau, etc. Sauf que les technologies ont changé, et là, c'est devenu un truc de masse. Mais, voilà. Et c'est-à-dire, on se dit, on veut un narratif. Donc, il faut donner, je reviens au narratif, c'est très important. Encore une fois, ce n'est pas la réalité qu'on va leur donner, c'est notre perception de la réalité qui doit devenir la leur. Il faut que vous intégriez notre perception de la réalité, parce que nous, le pouvoir, on sait ce qui est bon pour vous. C'est ça, l'équation, elle est assez simple. Et vous pensez que ça va durer encore 5 ans, ça? Que ça va, pardon? Que ce monsieur va nous enfumer encore pendant 5 ans? J'ai un début de réponse aujourd'hui. Oui. Là, on peut se poser la question du personnel politique. Enfin, pas seulement le personnel politique, c'est quand même. Quand on voit qui était autour de De Gaulle, et quand on voit qui sont autour, qui sont J'ai entendu quelqu'un qui disait, je n'imagine pas De Gaulle, enfin De Gaulle. Je ne sais plus qui a dit ça, j'ai entendu, je n'imagine pas, peut-être son petit-fils, j'en sais rien, je ne sais plus qui a dit, je n'imagine pas le général De Gaulle aller à Davos. Ah, Davos. Davos, oui. Pas de Davos, Davos. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière question. À propos de fausses informations, existe-t-il des journalistes d'un genre spécial dont le rôle serait de squeezer d'autres journalistes? Oui, ça existe, mais pour le moment, ceux qui font ça ici squeezent les journalistes qui essaient de donner des informations différentes. Aujourd'hui, je dirais qu'un certain nombre de fact-checkers, des soi-disant fact-checkers, vont pouvoir pour un peu chasser les journalistes dissidents. Alors, il y a des gens qui font sérieusement ce boulot, qui font le vrai du faux, un faux, un tox, comme on dit. Mais il faut là aussi, malheureusement, toujours se méfier de voir qui ils attaquent. Et comme par hasard, ils attaquent les gens qui sont un peu dans la dissidence, ou un peu beaucoup dans la dissidence. Moi, je n'ai pas eu affaire à eux, mais je sais que ce problème existe. Je vais vous donner un exemple. Peut-être on va finir là-dessus, si vous voulez bien. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Mamadou Gassama? Mamadou Gassama, c'était ce migrant, je veux dire clandestin, sympathique, un Malien, qui est allé attraper un bébé sur le balcon rue Max Dormois. Il a été reçu par Macron, décoré, on lui a donné la nationalité française dans les 24 heures. Et très bien, hein, après tout, bravo, et pourquoi pas. Et puis, une de mes journalistes est allée voir, elle me dit, il y a un problème. Je dis quoi? Rue Max Dormois, donc hein, c'est ici, on a dit, vous savez, que le bébé était tombé du 5e au 4e étage. Donc, on est allé voir. On est allé voir, et j'ai amené 3 physiciens, vraiment, qui n'ont rien à voir, un qui habite en Amérique, etc. Je lui dis, est-ce que possible qu'un bébé de 3 ans et demi tombe du 5e au 4e, il y avait 2,50 m, je lui dis, parce que je suis allé voir vraiment là-bas sur place, sans se faire une égratignure? Il me dit, c'est impensable. Ni vous, ni moi, ni un bébé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'en bas, il y avait un truc comme ça, et il n'y avait pas de sas, vous voyez. Et moi, j'ai dit ça. J'ai dit à la radio, j'ai dit, écoutez, il y a un problème, simplement, je ne critique pas Mamadou Gassama, qui est un type tout à fait très bien, c'est l'histoire du bébé. Vous avez tous raconté que le bébé était tombé du 5e au 4e. Or, c'est littéralement impossible. Et si vous prouvez le contraire, je mange mon chapeau et je dirais que je me suis trompé, que j'ai eu tort, eh bien, je vais vous dire, et je fais l'enquête. Eh bien, rien, non. Ça, c'est du complotisme, Berkoff. Fais attention. C'est du... J'ai dit, écoutez, moi, je vous demande un truc, je regarde, encore une fois, je regarde et je vous montre le témoignage de ces 3 physiciens, de très haute université, physiciens. Je dis, venez voir, dites-moi. Et après, moi, c'est ça qui m'a frappé, je finis là-dessus. C'est que je dis, mais écoutez, pourquoi vous ne vous enquêtez pas? C'est vraiment intéressant. Y compris pour me montrer, enfin, pas pour moi, mais j'ai peut-être eu tort, et encore une fois, je serai le premier à le dire. Rien. L'histoire est passée. Ah non, et quand j'ai demandé à la télévision, j'ai dit, parce qu'on en parlait, moi je me tiens à ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai vu, et on m'a dit, non mais c'est de l'histoire ancienne, c'est pas la peine d'en parler. Voilà, merci.